Et je présente alors le premier conférencier. Il s'agit de Harold Klinger, qui est enseignant à l'école d'architecture de Marseille, où il enseigne le projet, la théorie du projet, avec un regard particulier sur la préexistence et sur le bâtiment. Il est aussi architecte praticien, il est titulaire d'une agence dans les Alpes, et il va nous parler des nouveaux centres anciens par le projet de rénovation. Du coup, bienvenue, et à vous la parole. Bonjour, merci. Donc j'ai un peu la voix enrouée, si vous ne m'entendez pas, vous faites signe. C'est doit être les bords de mer de Royan, peut-être qui me l'ont un peu emporté la voix. Et donc ce matin, je voudrais vous évoquer la question des centres anciens, mais des nouveaux centres anciens. Il y a eu des modifications récentes sur la question des centres anciens, et plus largement de la question des abords, avec une réforme juridique qui, une fois de plus, se transforme et pose et interroge effectivement comment on s'attache à ces questions de monuments historiques et de patrimoine. En France, globalement, on s'intéresse à la question du bâti dans sa dimension patrimoniale quand il a une cinquantaine d'années. Et effectivement, la ville de Royan arrive à cette maturité, j'ai envie de dire, puisque elle a subi des dommages de guerre lourds, on va le voir, et son patrimoine a aujourd'hui 50-60 ans après la reconstruction. Donc dans un premier temps, je vous proposerai qu'on qualifie l'architecture de la reconstruction de Royan, qu'on regarde comment elle a été protégée, qu'est-ce qui est aujourd'hui son devenir. Royan, c'est avant tout une petite commune d'une à peu près 12-15 000 habitants à l'articulation du 19e, 20e, qui effectivement rayonne d'un point de vue régional, qui a quelques heures de gloire, quelques belles demeures, qui est une cité balnéaire où les Bordelais viennent. Et c'est plutôt une population, je dirais, populaire. C'est pas chic, c'est un tourisme populaire avec, malgré tout, quelques belles familles locales, mais il y a ce désir effectivement, de partager à l'estuaire la viande, un temps, effectivement, qui se veut agréable. Et puis, comme beaucoup malheureusement, comme cités qui ont été en bord de l'Atlantique, elle a eu des dommages de guerre très lourds. Elle a été bombardée par les Alliés en début 1945, le 5 janvier, où environ 80% de son centre a été détruit, a été rasé, et effectivement, c'est un endroit qui a subi de très lourds dommages de guerre et qui va avoir comme conséquence qu'il y a un choix qui est fait de supprimer globalement l'ensemble des quelques vestiges qui restent. La reconstruction va en fait tourner autour de trois personnages principaux. Claude Ferré, qui est urbaniste architecte en chef de la reconstruction sur Royan, qui est un architecte qui est établi à Bordeaux, qui est de l'école classique. Il y a Louis Simon, qui est architecte en chef adjoint, qui a travaillé chez Perret, qui a une certaine, effectivement, aussi écriture classique. Et puis on a Morisseau, qui est un peu, effectivement, en décalage, qui est toujours dans cet esprit-là. Très vite, en fait, sur Royan, il y a trois éléments qu'on peut définir comme étant les éléments clés de sa reconstruction. D'abord, il y a un maire qui définit la temporalité. Il y a un souhait d'aller vite. Très vite, puisque, effectivement, la ville de Royan vit en partie sur ce côté balnéaire et donc a une économie touristique. Et puis, il y a un souhait de modernité avec le béton, des usages modernes. Et donc, Ferré va travailler là-dessus, il va faire des premières grandes compositions assez classiques sur un urbanisme qui est assez loin, je dirais en tout cas, des thèmes qui sont développés par les Siam et Le Corbusier. Donc on aura des grandes compositions et effectivement on le retrouvera assez rapidement. Vous avez à gauche le plan du bâti existant où en fait vous avez des grandes places, vous avez un front de mer. Et ici, on va avoir une grande composition générale qui va effectivement se développer avec un débouché vers la mer, qui propose une articulation au point de jonction entre le front de mer et puis la grande allée qui sera le boulevard Aristide Briand. Les premières esquisses que vous avez en haut sont des esquisses effectivement qui très largement en fait s'inspirent du Palais de Chaillot, qui effectivement fait partie des références dans ce côté un peu effectivement entre deux guerres, mais
on a cette logique compositionnelle qui est assez forte. Le deuxième point, c'est qu'il y a un choix pour aller vite, qui est de ne pas travailler le remembrement du parcellaire. On ne s'étalera pas sur les questions des modalités de la reconstruction et entre autres du transformation du parcellaire, mais là le choix est clairement établi, c'est de dire il n'y aura une recomposition du parcellaire que sur le boulevard Aristide-Briand, qui est donc cette grande épine qui rentre, ce grand squelette qui rentre dans la ville, et un travail de remembrement aussi sur le front de mer, qui permettra dans les deux cas de composer des grands ensembles assez ordonnancés, chacun dans leur esprit. Donc c'est un élément assez important parce que effectivement, Royan, qui est une ville relativement modeste en termes d'architecture, ça va produire plutôt des ensembles petits, assez travaillés, qui seront d'un certain intérêt puisqu'ils seront travaillés plutôt autour du petit collectif, 2, 3, 4 logements maximum souvent, mais en même temps travailler à l'échelle de la maison. Donc, on a ces éléments-là, et puis effectivement, on va dire que Ferré, Simon et Morisseau vont un peu buter sur un point, c'est-à-dire qu'ils vont travailler sur cet urbanisme, mais il manque une tonalité, cette tonalité du balnéaire. Et en fait, ils vont un peu tomber par hasard sur une publication de l'architecture d'aujourd'hui, de 1947, sur l'architecture qui se passe au Brésil, qui est un numéro spécial, et qui va en fait les inspirer, qui va leur donner la tonalité générale de Royan. Alors pendant longtemps, on a pensé que c'était plutôt... Henri Bessières a longtemps plutôt avancé l'idée que c'était la construction de Brasilia, mais la construction de Brasilia est plus tardive dans la chronologie. Et donc c'est vraiment ce travail-là sur... qui est présenté dans la revue d'architecture d'aujourd'hui, qui va inspirer et qui va donner les thématiques que sont en fait tout un certain nombre de petites mots des natures, que sont le haut vent, que sont le travail sur la lumière, la couleur, le brise-soleil. Et donc tous ces petits édifices essayent en fait d'assembler au travers de parcelles relativement petites et donc donnant des objets architecturaux de taille assez modeste. Il y a effectivement un travail sur comment on appréhende la lumière, comment on développe une loggia, comment on développe un balcon, une terrasse. Et donc, tous ces petits... l'ensemble des édifices qu'on voit là sont à chaque fois des petits collectifs. Il y a très peu de villas en tant que telles qui a été produite à cette époque-là. Donc, c'est ce qui va donner la tonalité, c'est ce qui va donner, en fait, le fil conducteur, le fil d'Ariane, je dirais plutôt, de l'architecture qui est présente à Royan. C'est une production qui va être relativement courte dans le temps, puisque les premières reconstructions se font à la fin des années 40, début 50, et elles vont s'étaler jusqu'à à peu près 65, 70 pour les dernières productions. Après, on aura un laps de temps où effectivement il y aura peu de réalisations notoires dans Royan. C'est donc une ville qui va doucement mûrir, qui va accepter ce nouvel ensemble architectural, qui va se l'approprier. Et on le voit entre autres, c'est que, alors certes, une forte partie du bâti qui a été détruite, mais en fait, dans ces dispositifs de protection, la commune a globalement en fait protégé quasiment que des édifices 20e. Sur les 11 édifices qui sont soit classés, soit inscrits, on en a 10 qui sont du patrimoine 20e et qui sont d'ailleurs par ailleurs aussi labellisés patrimoine 20e. Le seul édifice est la paroisse Saint-Pierre qui est un peu en bordure évidemment du centre-ville, qui ne s'est pas fait toucher, qui n'a pas été touché par les bombardements. Mais sinon, l'ensemble fait partie donc du patrimoine. Ici, vous avez l'église Notre-Dame, qui est classée dans son ensemble, qui a été faite par Guillaume Gillet et Bernard Lafaille essentiellement, puis il y a, on va dire, un local de l'étape sans que ça soit péjoratif, Hébrard, et puis il y a là aussi l'ingénieur Sargère qui a participé à sa construction. Donc c'est un édifice qui a été classé en 1988 et qui fait l'objet actuellement de lourdes rénovations pour des problèmes de pathologie sur les bétons.
La commune a décidé rapidement de s'inscrire plus largement dans une question de protection au travers de sa ZPPUP, qui est l'une des toutes premières de France, qui a été faite par Charlier et Sobia, qui est l'un est architecte et l'autre historien de l'art, sur un travail effectivement, on le voit plutôt sur la partie centrale au niveau du bâti, et puis on a un travail sur la question paysagère qui est assez forte sur, entre autres, toute ce qu'on appelle la zone du parc, qui est à Royan, qui a été assez peu touchée par les bombardements, mais qui présente de belles demeures 19e avec des beaux jardins et beaux parcs, qui est un élément en fait plutôt de paysage. Donc là aussi, il y a effectivement un souhait rapidement de la collectivité de s'attacher à protéger, à organiser en tout cas la protection du patrimoine 20e qui a été mis en place. Et puis, toujours dans cette démarche-là, il y a un souhait, effectivement, de conforter le patrimoine 20e et dans le cadre de la mise en place du label 20e. En 1999, il y a eu des démarches assez rapidement qui sont produites sur Royan. Et ça a conduit, en 2004, la commune à, en fait, mettre en place, de proposer plutôt un certain nombre d'édifices. Il y en a eu 5 publics et 5 privés, dont l'Ombre Blanche, qui est au niveau de sa façade et de sa toiture qui est inscrite, et puis qui est label 20e par ailleurs, d'être effectivement un peu des icônes au niveau de la ville pour qu'elles soient, l'ensemble de ces éléments bâtis, soient les porteurs de ces années 50. Alors c'est réel dans la ville quand on le sait. Par contre, il y a eu une enquête qui a été faite par les services de la ville, qui date un peu, mais qui est de 2006. En fait, les Royanais ne savent pas ce que c'est le label 20e, n'avaient jamais remarqué les plaques. Et donc, il y a peut-être quelques architectes qui sont promenés qui le savaient. Mais globalement, il y a assez peu de connaissances sur le patrimoine. Toujours dans cette continuité-là, la commune a décidé de s'inscrire dans le label Ville d'Histoire, d'Art et d'Histoire en 2011. Et effectivement, a été validée dans cette démarche-là. Donc, tout pousse effectivement à cette prise de connaissance, à cette capacité d'un point de vue réglementaire à protéger, mais aussi de faire de la pédagogie, puisque effectivement les labels d'art et d'histoire, c'est effectivement la sensibilisation des jeunes publics, c'est la sensibilisation du public même en général, et par ailleurs, c'est aussi le développement de démarches type des CIAP, les centres d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, ce que la ville de Royan aujourd'hui n'a pas encore fait, mais qu'elle souhaiterait mettre en place. Donc on voit que l'ensemble des dispositifs, je dirais, ont été presque, elle a fait la totale, quoi. Elle a pris tout ce qui était possible. Pour des raisons plutôt politiques internes, globalement, elle n'est pas passée de la ZPPUP à la VAP, mais le nouveau maire a décidé effectivement de repartir sur les démarches de sites remarquables, qui sont donc les dernières moutures, et qui retransforment effectivement, qui réadaptent les questions réglementaires. Alors, malgré tout cela, malgré effectivement toute cette attention, ces dispositifs qui sont mis en place, et ben on voit qu'il y a des vraies difficultés sur les questions de préservation de ce patrimoine. J'ai pris un petit exemple assez simple qui est repéré dans la ZPPUP, qui est un ensemble qui a été réalisé avec une série qui serait inscrit sur un ancien parcellaire qui était de petites maisons, on va dire modestes, et qui apporte un parcellaire assez serré, pardon. Et on voit qu'au travail du garde-corps, en fait, où ici on a un modèle d'origine, c'est des années 60, où on a un baraudage vertical haut qui fait la totalité de la façade, on a un garde-corps qui a une épaisseur. Et ben en fait, très rapidement, en fait, on voit qu'il y a des différences, c'est-à-dire que régulièrement les baraudages ont été coupés, ça a été repeint, ça a été modifié, et on a même effectivement des architectes locaux qui ont essayé de chercher à garder les mêmes formes, mais en appauvrissant, c'est-à-dire que effectivement la logique de baraudage vertical a disparu. Il y a une recherche aussi au niveau du même type de traitement quand ça s'appelle du garde-corps que ce qu'on a ici, sauf que c'est plus que de la tôle et il n'y a plus d'épaisseur. Il y a un travail qui se veut être dans le mimétisme des brise-soleil, mais en fait ce sont des brise-soleil qui sont métalliques, et donc en fait on a un appauvrissement
régulier des formes qui avaient été proposées, qui avaient été travaillées par les architectes dans les années 50-60. Donc, la commune a réagi, a essayé d'avancer sur ces thématiques-là. Elle a travaillé un temps assez long avec le CIE et a développé toute une série d'une dizaine de petits fascicules pour essayer de faire face effectivement à ces détériorations architecturales du quotidien que sont effectivement, là en l'occurrence, les terrasses, les auvents, mais il y a les brises soleil, il y a les pare-vues, il y a donc toute une série d'édifices, de petits accompagnements de l'édifice qui sont effectivement traités et qui essayent d'accompagner le particulier ou le syndic dans les questions de rénovation. Mais c'est effectivement, en fait, un problème qui est plus qu'un problème d'architecture qui se pose sur Royan, c'est un problème de modification de la population. Il y a une différence générationnelle, c'est-à-dire que ceux qui ont participé, ou les enfants de ceux qui ont participé, sont en train de passer doucement l'arme à gauche, c'est des choses qui arrivent. Et donc, aujourd'hui, il y a effectivement une population plus jeune, qui a des usages différents, qui a des demandes différentes. Et effectivement, ça pose des questions sur, effectivement, la problématique de la praticité des lieux, mais aussi des conforts, du confort thermique, du confort phonique, qui ont évolué. Et donc, on a toute une série, effectivement, de transformations qui se font de façon plus ou moins insidieuse, que l'on connaît, les transformations au niveau des menuiseries qui étaient des menuiseries bois ou acier qui passent en menuiserie PVC, des portes qui, là aussi, où il y avait un travail de décor ou en tout cas d'ornementation assez sobre, mais qui existait, et remplacé par la porte Lapeyre ou le Roi Merlin, peu importe. Mais en tout cas, effectivement, il y a cette perte qualitative du détail architectural qui fait qu'il y a une cohérence sur l'ensemble de l'édifice et qu'on n'est pas effectivement sur 2-3 points d'accroche qui seraient uniquement de l'image et uniquement de la première appréhension qu'on pourrait avoir du territoire. Et puis un autre élément, c'est aussi plutôt et plus difficile à percevoir, qui est à l'intérieur des logements, effectivement des transformations, avec une problématique qui est pas négligeable, qui est effectivement les gens souhaitent avoir, soit parce que c'est des personnes âgées, soit parce que c'est des familles, avoir un ascenseur, il faut retransformer, il faut mettre la cage d'escalier, être en rajout. Et donc ça pose toutes ces questions, pose aussi la question de la transformation intérieure. Alors j'ai envie de dire, si on pouvait ne s'attaquer qu'aux particuliers, on pourrait dire, bah oui, ils sont pas sachants, bon, il faut les accompagner, voilà. Sauf qu'on va voir qu'en fait, les transformations peut-être les plus significatives sont plutôt issues du politique et accessoirement d'ailleurs des services qui les ont accompagnés ou pas accompagnés. On va regarder quelques-uns. Ici, vous avez une des œuvres importantes de Claude Ferret, qui est le casino, qui a purement et simplement disparu. Parce qu'en fait, il y avait un maire, dans les années 82, qui avait décidé de mettre plutôt en place un projet immobilier. Donc, le casino a été déplacé pour récupérer le foncier. Et puis, comme il y a eu quand même une montée un peu de bouclier de l'ensemble des Royanais, le projet ne s'est pas fait. Emmanuel Cacou avait gagné le concours, mais ça ne s'est pas été réalisé. Autre élément important, Louis Simon, quand il constitue le front de mer, qui est comme une barre qui fait 400 mètres de long, avec une grande passerelle qui vient faire une forme de porte sur le front de mer, qui est le débouché du boulevard Aristide Briand. En fait, c'est un travail qui va effectivement être aussi remis en cause. Et puis, un autre élément aussi important, c'est que vous voyez, ce grand front de mer abrite une grande galerie qui file tout le long, qui est une façon d'ouvrir le bâti vers la mer, vers la plage. Et donc on a ici cette grande colonnade qui permet d'avoir les magasins qui s'ouvrent et les terrasses qui se développent. En fait, très vite, les commerçants vont occuper de façon assez anarchique le domaine public, puis ils vont en fait tout simplement pousser à ce que la collectivité leur laisse le droit d'implanter qu'on s'appelle une extension du magasin, et sous la pression des commerçants, la collectivité va organiser un concours pour effectivement plus ou moins organiser une nouvelle façade au front de mer, ce qui fait que on transforme un lieu qui s'ouvrait sur un lieu qui est complètement refermé, qui devient une espèce de grande galerie marchande sur plutôt 400 mètres de long.
et qui n'a plus d'ouverture du tout, ou quasiment très peu, on va dire, sur le front de mer, ce qui change profondément l'architecture et le rapport à la mer. De la même façon, cette grande terrasse, cette grande porte sur la mer, qui était une façon aussi de refermer la figure que proposait Ferret au travers du boulevard Aristide-Briand. Ici, elle redevient un élément qui est juste une prolongation, et qui est donc effectivement aussi un élément régulièrement, en tout cas, interrogé, y compris même sur sa reconstruction. Et puis, je vais vous parler d'un petit cas particulier, mais qui est assez emblématique et qui montre la différence entre le politique et les services et les Royanais. Il y a un petit édifice assez modeste, qui est une maison Prouvé à Royan, qui a été construite dans le cadre du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme entre 1950 et 1951 par Jean Prouvé, qui est la maison Métropole, 8 mètres par 12. Il y en a quelques-unes en France. C'était une expérimentation dont l'objectif était effectivement de proposer rapidement une reconstruction. Cette maison, en fait, elle est sur un terrain privé, il y a un accord pour que ça se fasse, et les propriétaires, en fait, c'est une famille bourgeoise de Royan, dont Yolande est l'héritière, et elle se marie avec Marc Quentin, qui est architecte, pas local de l'étape, mais qui vient s'installer sur Royan. Marc Quentin décide d'installer à l'étage son agence et puis invite un ami ingénieur à s'installer au rez-de-chaussée. Donc il y a une pratique longtemps sur ce site. Marc Quentin fait partie des architectes qui comptent sur Royan, puisqu'il a participé à sa reconstruction, puis à quelques villas son actif sur le territoire. Et puis, quand Marc Quentin décède, il lègue à son fils, Didier Quentin, le site. Didier Quentin, donc il décède en 97, et en fait, Didier Quentin, en 97, il vient d'être élu député de la circonscription. Il décide d'ailleurs d'y mettre sa permanence, parce que c'est pratique. Et puis, je me dis pas de bêtises, en 2008, Didier Quentin est aussi élu de la ville. Il devient maire. Et puis, pour des raisons personnelles, il se dit, mais moi j'ai besoin de sous, je vais vendre ma maison. Donc, il vend sa maison. Jusque-là, il n'y a rien de malhonnête à tout ça. C'est du domaine privé et effectivement, on la vend. Sauf qu'effectivement, c'est quand même du Jean Prouvé. Il n'y en a pas énormément sur Royan. Il y en a un petit peu, mais voilà. Et donc, il y a un débat qui s'installe. Sauf qu'en fait, la véritable objet de la vente, c'est vendre la partie qui est un peu emblématique sur la partie Prouvé, c'est la partie supérieure, qui est travaillée sur les panneaux. Et donc, il vendra que la partie supérieure. Elle sera démontée puisque c'est une maison démontable. Et c'est l'agence, c'est la galerie Patrick Seguin à Paris qui est spécialiste en tout cas qui s'est déclaré spécialiste sur Jean Prouvé, qui l'a acheté, qui l'a démonté, qui la rénove et qui va la réimplanter autre part qu'à Royan, parce qu'elle a été achetée par un privé. Donc effectivement, ça a posé quelques difficultés au sein de la ville, puisque si le maire commence à vendre le patrimoine qui est le patrimoine commun, même si la maison Prouvé n'est absolument pas classée dans ni labellisée 20e, effectivement, les services se sentent un peu penauds face à la DRAC, qui leur dit « mais comment vous avez pu laisser passer une telle affaire ?» Et effectivement, tout le monde regarde le ciel, la mer, je sais pas. Mais en tout cas, pour avoir discuté avec les services de l'urbanisme, effectivement, ça a été une période un peu difficile, puisque à la même époque, il y avait des discussions sur la transformation de la ZPPUP en AVAP. La DRAC a clairement dit, écoutez, commencez par régler vos problèmes en interne. Et effectivement, ils ont commencé à les régler, puisque le maire a bien senti que dans le cadre du non-cumul des mandats, il préférait largement être député que maire. Bon, ça a participé. Évidemment, personne ne dira jamais que c'est ça, mais ça a participé. Mais d'une façon plus générale, ça a reposé la question, en tout cas, du patrimoine plus généralement à Royan. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on peut regarder et noter, c'est qu'il y a deux éléments qui sont possibles. Soit il y a une logique un peu de muséification de la collectivité, du centre, tel que le sont les centres anciens tels qu'on les connaît. Et effectivement, aujourd'hui, la commune joue plutôt sur ce côté 50, qui a été largement mis en avant en fait par Jacques Lucan dans un article de l'AMC en 87, si mes souvenirs sont bons.
et qui effectivement l'a qualifiée de la plus 50 des villes françaises. Et la commune a joué là-dessus, fait un tourisme balnéaire de cette époque-là, avec cette espèce de superbe qu'on peut avoir. Où effectivement, si on prend la position plutôt des services de la ville, ce serait plutôt de dire il faudrait développer aujourd'hui une agence d'urbanisme, une agence qui en tout cas accompagnerait les questions d'architecture, pour qu'on ait un vrai savoir-faire et un vrai développement sur ces problématiques-là, pour qu'on sache les anticiper, les développer, et effectivement développer une ville à Royan qui soit intéressante, et non pas comme elle s'est développée en dehors de la partie 50, j'ai envie de dire comme tristement beaucoup de villes françaises se sont développées sans grand intérêt, avec des lotissements pas très sexy, pour faire simple. Et donc aujourd'hui, un des enjeux qui s'est posé, un des derniers grands enjeux sur le patrimoine 50, vous avez au-dessus le Palais des Congrès tel qu'il est dans sa forme initiale, qui est l'une des dernières œuvres de Claude Ferré sur Royan, donc 1954-1957, qui est un lieu qui est effectivement où Prouvé a participé. Il y a entre autres les panneaux qui sont sur toute la partie avant qui sont de sa conception. Donc il y a effectivement là aussi un patrimoine qui effectivement pose question, et un patrimoine qui interroge sur son avenir. Donc la commune, effectivement, s'est dit il y a un enjeu, c'est une des plages importantes de la commune, c'est la plage de Foncillon, c'est le lieu qui regroupe les dernières attentions. Et puis, effectivement, elle s'est dit, elle a lancé un premier concours dans les années 90 qui a foiré, pour faire simple, qui n'a pas fonctionné. Et donc, il y a eu il y a un récent appel d'offres qui est sorti de concours de maîtrise d'œuvre, où trois agences ont été retenues pour concourir. Et aujourd'hui, il y en a donc 2 qui sont en lice. Simplement, je voudrais évoquer un des critères de sélection des équipes, qui est un critère quand même tout à fait intéressant, c'est la sensibilité et la capacité à appréhender un patrimoine remarquable de l'architecture moderne des années 50. Alors je ne sais pas comment un architecte peut se faire prévaloir d'avoir une capacité particulière sur ce sujet-là, plus qu'un autre, mais effectivement, en tout cas, ça fait partie des éléments qui permettaient de sélectionner les équipes. Et donc aujourd'hui, il y a une agence qui est à Poitiers, Déhouillère et Jeannot, et une autre agence qui n'est juste autre que le fils Ferré, c'est-à-dire Pierre Ferré, à Bordeaux, dont il va effectivement y avoir négociation entre ces deux-là. Et la ville, clairement, indique qu'elle aimerait que le Palais des Congrès retrouve un peu sa superbe, comme certainement la ville aimerait retrouver un peu sa superbe. Car effectivement, aujourd'hui, elle a plutôt tendance à partir sur une version nostalgique, une version un peu, effectivement, muséifiante sur son centre. Et effectivement, on peut s'interroger si demain, il n'y a juste pas à faire une nouvelle photo, ou des nouvelles cartes postales de Royan, version juste 2017-2018, avec tous ces bâtiments rénovés ou supprimés. Voilà. Je vous remercie. Merci.